et bienvenue à la Revue Esprit, où nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre nouvel ouvrage, L'école de la vie, qui paraît ces jours-ci chez Flammarion. Cet ouvrage donc, porte sur l'école, le titre le dit. Le titre nous place aussi, je crois, d'emblée sur un terrain un peu paradoxal, en tout cas de nature à piquer la curiosité du lecteur. Puisque d'abord avec l'expression l'école de la vie, il me semble que vous suggérez, souvent on dit ce qu'on apprend de vraiment valable, on ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend sur le tas, on l'apprend dans l'expérience. Et en fait, un des intérêts de l'ouvrage, c'est de dire que loin d'opposer ce qui s'apprend à l'école de ce qui s'apprend à l'extérieur de l'école, vous pensez que la vie, dans toute sa complexité, c'est la matière de l'école et que c'est ça qui se joue à l'école, donc aussi des questions de sentiments, d'affect, de corps, des interactions diverses et que c'est bien ça qui se joue à l'école, la vraie école. Donc cette opposition, l'école-la vie, ne fonctionne pas très bien en fait. Et puis aussi, il y a un sous-titre à cet ouvrage, érotique de l'acte d'apprendre, où là, donc, vous affirmez que ce qui est au centre de l'école, ce ne sont pas les contenus, ce ne sont pas les savoirs, ce ne sont pas les élèves ni les profs. Ce qui est au centre de l'école pour vous, c'est l'acte d'apprendre, donc la procédure, plus que le contenu. Donc voilà, déjà une autre idée qui peut piquer notre curiosité. Et enfin, que tout ça est érotique. Donc là, peut-être aussi avec un poil de provocation. Tout ça est une affaire d'amour, tout ça est une affaire de désir, sans que ce soit nécessairement une affaire de sexe. Donc voilà déjà des suggestions de tout ce que brasse cet ouvrage sur l'école. Mais la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi ce livre, pourquoi ce sujet, pourquoi cet objet, l'école maintenant dans votre parcours. Vous êtes enseignant, vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de Spinoza. Dont vous avez édité la correspondance, notamment traduit aussi, je crois, auquel vous avez consacré au moins 2 ouvrages, dont Le clan Spinoza, qui est un portrait de groupe de Spinoza et de ses amis à Amsterdam. Et puis, en plus de ça, vous êtes aussi biographe de Casanova, notamment. Et puis, vous êtes l'auteur, plus récemment, d'un ouvrage, Que faire des cons, qui est un essai de philosophie sur la connerie, donc, et les cons, comment ne pas en devenir un soi-même, qui a eu beaucoup de succès. Est-ce que je peux vous demander d'abord de nous expliquer, est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce qu'on peut assumer une discontinuité? Est-ce que tous vos livres s'inscrivent comme ça dans un même fil? Ou est-ce qu'il faudrait les ranger en famille, les livres plutôt littéraires, les livres plutôt philosophiques? Et finalement, comment cette réflexion sur l'école s'imposait maintenant dans votre parcours? Alors, la continuité du parcours, pour moi, elle est assez évidente, bien qu'il faille assumer une discontinuité de genre. C'est-à-dire que, historiquement, j'ai commencé en étant un spécialiste de Spinoza. J'ai fait une thèse de philosophie sur Spinoza, que j'ai publiée sous une forme remaniée dans un livre qui s'appelle Méthode pour exister. Et Spinoza m'a intéressé pour 2 raisons. D'une part, comme philosophe des relations, et donc on comprend en quoi ça peut poser les bases de ce qui est devenu la philosophie interactionnelle pour moi. Donc chez Spinoza, il y a quand même l'idée que les choses les plus consistantes ne sont pas celles que nous identifions et que nous isolons, mais les relations entre elles. Il y a là une conception métaphysique qui m'a beaucoup intéressé. Et puis le deuxième aspect, c'est que Spinoza est conçu souvent comme un philosophe systématique. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier dans ce système, non pas les incohérences, mais les passages qui font que je dirais, par exemple, dans l'éthique de Spinoza, toutes les propositions ne sont pas vraies simultanément. Donc, on a un système qui ne fonctionne pas exactement de manière systématique au sens d'une cohérence parfaite de vérité co-vraie. Voilà. Alors, de Spinoza, je me suis intéressé ensuite à Spinoza, enfin de la philosophie de Spinoza. Je suis passé à Spinoza lui-même pour étudier, je dirais, la production de cette philosophie à partir des relations et des interactions historiques entre philosophes et même entre les philosophes et leur société. Donc, les choses se sont compliquées et en fait, mon spectre s'est étendu. Au lieu d'étudier les textes philosophiques
de Spinoza, j'ai étudié les textes philosophiques d'un très grand nombre d'auteurs, et même un spectre encore plus large qui brassait l'ensemble de la société, y compris notamment de leurs émotions, des émotions qui les relient les uns aux autres. Ça, c'est le clan Spinoza. À partir de là, j'ai travaillé sur des interactions qui ne fonctionnent pas. Donc, Que faire des cons, c'était aussi une manière de poursuivre à la fois mon travail sur la forme, puisque depuis Méthode pour exister, qui est un livre de nature académique, le clan Spinoza se présente plutôt comme un roman, alors que c'est aussi une étude historique à but universitaire, si je puis dire. Et Que faire des cons, c'est donc la continuité d'une recherche sur les interactions, mais au lieu d'étudier les interactions qui fabriquent de la philosophie, comme dans le clan Spinoza, j'étudie les interactions qui dysfonctionnent et qui fabriquent du conflit. À nouveau, sur la forme, j'ai choisi d'utiliser la forme linguistique du conflit qui est l'argot. Donc d'étudier aussi comment l'argot surgit, pourquoi, comment est-ce qu'il influence la manière dont on conçoit les choses et notamment les jugements. Puisqu'un jugement qui se formule d'une manière argotique n'a pas exactement une valeur identique à un jugement formulé, je dirais, de manière plus posée. Donc Que faire des cons, c'est un travail sur les interactions malheureuses. Et avec l'école, j'avais envie de revenir à des interactions heureuses, celles que j'appelle dans l'école de la vie les interactions productrices de savoir. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, le propos du livre, c'est quand même de gommer la grande différence entre les institutions d'enseignement, c'est-à-dire des lieux qui sont identifiés comme des lieux pour apprendre, et le reste des autres endroits où nous passons nos vies, où en fait nous ne cessons pas d'apprendre. Donc essayer de ne pas tenir compte de cette différence qui a une importance institutionnelle, politique, mais qui masque un peu ce que c'est qu'apprendre. Parce qu'on sait qu'on apprend des erreurs, on apprend de ses échecs, on apprend de ses amours, on apprend de sa famille. Donc on apprend de diverses manières. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier la complexité des interactions qui permettent justement d'apprendre et de produire des savoirs. Avec l'idée, donc, on va y revenir dans un instant, que vraiment cette volonté d'apprendre, l'acte d'apprendre, la capacité d'apprendre et d'apprendre des interactions, c'est vraiment complètement central à ce que c'est que d'être un être humain. Et donc, on y reviendra aussi, mais il y a cette idée que placer les pulsions sexuelles au début de tout, c'est peut-être une erreur. Par contre, cette pulsion, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de la volonté d'apprendre, en tout cas, elle est vraiment là, au cœur de chaque individu, en fait. Oui, en fait, la raison pour laquelle j'ai placé le terme érotique à la fois dans le titre et au cœur de la réflexion, c'est que c'est en fait une rébellion sur l'idée freudienne que, au fond, le corps est animal, que cet animal est potentiellement incontrôlable et que c'est seulement par des procédures donc de contraintes et de transformation que ce corps devient humain. Or, voilà, je voulais peut-être pas inverser exactement le modèle, mais en tout cas laisser tomber, laisser de côté en fait cet héritage qui est en fait néoplatonicien. Freud l'invente pas. Depuis le banquet de Platon, l'idée que savoir ou apprendre, c'est progressivement s'émanciper de la matière, a eu une grande fortune en Occident. C'est-à-dire on croit vraiment que dès qu'il s'agit en particulier de faire de la philosophie par exemple, eh bien les corps s'effacent. Alors, bien sûr, il y a eu la grande révolte nietzschéenne contre cette idée-là, mais je crois qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire il faut continuer à étudier le corps comme un terminus ou un terminal d'interaction extrêmement complexe. Donc, à partir de là, on peut faire de lui le sujet de savoir si on admet que les savoirs, précisément, s'inscrivent à nouveau dans des interactions, dans des relations, et que ces relations, le corps, je dirais, les brasse de manière, je dirais, d'une manière qui traverse les différences habituelles entre, par exemple, la physiologie et le langage. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir, et pourtant, vous savez que nous sommes en train de respirer au moment où nous parlons. Donc ça veut dire aussi que nous sommes en train de digérer au moment où nous parlons. Ça veut dire aussi que la gestion de tout un tas de phénomènes d'ordre strictement physiologique
qui paraît secondaire, en réalité est centrale. Il y a notamment un passage du livre où j'explique comment le contrôle des vessies a été institué en France, ce qui n'est pas le cas partout. J'ai enseigné 5 ans au Brésil. Au Brésil, il est naturel qu'un enfant qui a envie de faire pipi sorte et revienne sans demander la permission. Ça paraît aberrant de rendre public un besoin aussi naturel, et l'absence de l'enfant ou de l'élève pendant 5 minutes n'est pas perçue comme mettant en danger son apprentissage. En France, oui. Pourquoi, comment? Moi, je n'ai pas voulu me livrer à une étude historique, j'ai voulu me livrer à une étude philosophique qui prend les interactions de la manière la plus abstraite possible au départ, pour ensuite progressivement, finalement, redescendre. C'est là où peut-être il y a quelque chose d'inversé par rapport au banquet, c'est-à-dire on part de l'abstraction philosophique la plus grande. Qu'est-ce qu'une interaction? Qu'est-ce que la présence, en fait? C'est le point de départ du livre. Et puis progressivement, comme on s'aperçoit que la présence n'est pas une chose univoque, n'est pas une donnée élémentaire de l'élève, par exemple, présent dans la salle, qu'en fait c'est très compliqué, on arrive à des tensions, et de ces tensions, on va s'apercevoir que vont pouvoir naître des problèmes, et ces problèmes vont pouvoir remonter à nouveau dans l'abstraction. Mais l'idée même de concevoir, je dirais, dans une métaphore spatiale, les savoirs dessus et les corps dessous me gêne en fait. Ce que je voulais faire, c'était vraiment repenser ce dispositif complètement pour que nous acceptions l'idée que le savoir et la culture et le développement des intelligences ne se rapportaient pas ni à, je dirais, une conception du cortex cérébral qui limiterait le corps apprenant au cerveau, hein, ni à une conception totalement éthérée du savoir. L'idée, c'était de dire il y a un ancrage corporel des savoirs, mais ça ne suffit pas de dire ça. Le corps, c'est un problème parce qu'il est tellement complexe, il brasse tellement d'interactions que dire que c'est le corps qui apprend, c'est encore que le début de ce qu'il y a à étudier. Donc à partir de là, le corps se déploie en ce que j'appelle une iridescence, c'est-à-dire en utilisant une métaphore un peu colorée, une surface iridescente, c'est une surface qui a toutes les couleurs à la fois. Eh bien, le corps, c'est donc un terminal qui déploie toutes ces interactions simultanément, et donc qui va les laisser interférer les unes avec les autres. Et ce sont ces interférences qui sont le plus intéressantes. Alors nous voilà déjà un peu dans les finesses de l'acte d'apprendre, et on va revenir à ce que tout ça a d'érotique. Mais vous avez dit sur la continuité de vos travaux jusqu'ici, ou le fil que vous essayez de dérouler, qu'il y avait aussi des expériences et des variations de forme. Donc le clan Spinoza qui est une étude universitaire, mais qui se lit comme un roman sans fiction, vous l'avez décrit de cette façon. J'étais frappée dans ce livre-ci, L'école de la vie, il me semble qu'il y a aussi une expérimentation de forme qui est intéressante, puisque le livre est structuré en 3 parties, elle-même découpée en chapitres, et dans chaque chapitre, on commence par une explication. Est-ce qu'il faudrait appeler ça une leçon? Je ne sais pas. Mais donc, vous posez certains concepts, certaines définitions, vous donnez des explications, et ensuite suit, alors c'est varié, ça peut être un portrait, un tableau, un souvenir, une scénette, et là, vous n'expliquez plus, vous racontez. Et donc, il y a quelque chose de voulu dans ce balancement. Donc, pourquoi avoir construit le livre de cette façon? En travaillant sur la philosophie de Spinoza, j'ai fini par dégager quelque chose que j'appelle la loi de l'abstraction. Quand on fait du concept, il est très difficile d'adapter des concepts métaphysiques élaborés à des expériences quotidiennes. Si on le fait, on brise la loi de l'abstraction. J'ai découvert ça en étudiant la correspondance entre Spinoza et Blyenberg. C'est une correspondance très, très fameuse parce qu'elle parle du problème du mal. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cet échange, c'est qu'il y en a un, qui est Blyenberg, qui pense toujours à des situations très concrètes, très quotidiennes. Et Spinoza s'énerve très rapidement parce qu'il trouve que ça c'est sans fin. Donc finalement, on ne résoudra jamais rien si on se réfère sans cesse à l'expérience. Il y aurait donc une loi de l'abstraction qui permet
de faire de la philosophie, je dirais, un travail dégagé des conditions d'expérience initiale. Ça m'intéresse beaucoup. D'une certaine manière, j'essaye de travailler comme ça, c'est-à-dire ça me plaît de développer des concepts de la manière la plus abstraite possible, c'est-à-dire fidèle aux règles de la logique du concept même. En revanche, perdre complètement le rapport à l'expérience, ce serait aussi problématique. Donc, pour articuler les deux, j'ai choisi une technique qui s'appelle tout simplement la syncope. C'est-à-dire que je ne l'articule pas moi-même en tant qu'auteur, je laisse le lecteur ou la lectrice faire cette partie du travail. En réalité, il y a bien un rapport entre ce que j'appellerais moi plutôt des intermèdes, qui sont des intermèdes narratifs où je raconte une expérience qui peut être la mienne ou celle de collègues qui m'ont raconté voilà, leur vécu avec leurs élèves, ou voire d'élèves même, ou de moi en tant qu'élève, parce que je me pose pas toujours dans la posture du professeur. Et à partir de ces intermèdes, des problèmes commencent à apparaître qui vont être traités d'une manière volontairement abstraite dans les chapitres, je dirais, d'analyse. Donc on a comme ça une sorte de double respiration qui fait que, encore une fois, l'avantage de l'abstraction, c'est que l'on pense au-delà de sa propre expérience. Et on se trouve penser des choses que l'on n'aurait pas pu penser d'après ce que l'on a soi-même vécu. Donc ça me permet de me dépasser moi-même en essayant de développer des théories, encore une fois, qui ne sont pas tout à fait conformes à mon expérience. Et ensuite, en revanche, de laisser l'expérience résister et proposer d'autres problèmes qui, à leur tour, vont être susceptibles d'une analyse abstraite. Et alors, pour en venir à l'école, et à ce lieu d'enseignement, qu'est-ce qui se joue dans la classe? J'ai été très frappée de ce que vous décrivez, la classe, le lieu, la contrainte sur les corps d'abord, puisqu'on oblige les élèves à être immobiles, assis, ils sont très très contraints, l'enseignant, les élèves, donc qui sont plus ou moins présents à ce qui se passe, vous l'avez déjà suggéré, donc tout ça est décrit comme un système. Et parfois, j'ai été frappée comme un système physique. Enfin, vraiment, on a l'impression d'être dans un cours de physique des particules. Il y a des interactions, donc vous posez certains concepts, il y a des brèches, il y a des boucles d'interaction, il y a ces iridescences dont vous nous avez déjà parlé. La classe, pour vous, c'était un système d'interaction. Au départ, j'avais envie d'aborder la classe et même, je dirais, le concept de transmission ou les phénomènes de transmission à partir d'une approche matérialiste, terre à terre. C'est pour ça, en fait, que j'utilise beaucoup parfois des métaphores, parfois des modèles qui viennent de la physique, parce que si l'on veut rester au ras des pâquerettes, c'est-à-dire au ras des corps, il faut s'en tenir à des descriptions de phénomènes observables. Sauf que ce qui est intéressant, assez rapidement, ces phénomènes utilisent une pensée dont je dirais la matrice est la physique des particules, mais dont le contenu est réellement, je dirais, l'émergence de sujets d'un savoir, ou de savoirs au pluriel, puisqu'en fait, même si, par exemple, on travaille sur une seule discipline, que ce soit l'histoire ou les mathématiques, en fait, cette discipline va se diffracter en autant d'élèves et même en autant d'interactions qu'on peut imaginer qui se trouvent dans la salle. Mais l'idée, c'était justement d'être le plus simple possible. Et parfois, c'est en étant simple qu'on arrive à des choses qui semblent assez élaborées. Mais l'idée, c'était de ne pas préjuger ni de la définition des savoirs, de ce que c'est qu'un savoir, ni de la manière dont on peut donc transmettre un certain contenu. L'idée de transmission, qui finalement entre assez rapidement en crise, suppose qu'il y ait, je dirais, à nouveau un contenu qu'on puisse passer comme ça, comme on se transmet un objet d'une main à l'autre. Et on s'aperçoit très vite que la spécificité des situations d'apprentissage institutionnalisées, c'est-à-dire un endroit où il y a quelqu'un qui est censé savoir et quelqu'un qui est censé apprendre, c'est que précisément, lorsque vous donnez une impulsion, c'est le feedback qui importe le plus.
pour l'apprenant, comme on dit, c'est-à-dire pour la personne qui apprend. Donc c'est une transmission quand même assez paradoxale, puisque ça n'est pas le geste de transmettre qui compte, c'est la réponse qu'on va apporter à ce geste. À partir de là, se mettent en place les boucles, c'est-à-dire que si vous admettez que l'échange n'est pas unilatéral, c'est-à-dire qu'on ne transmet pas comme on translate d'un point A à un point B, mais que la transmission, comme ça, tourne de manière circulaire, qu'ensuite vous admettez que ce cercle qui se met en place n'est pas seulement entre un ou une professeur et un ou une élève, mais se passe aussi entre élèves, et que du coup le système devient de plus en plus compliqué à mesure que vous suivez les boucles, eh bien il devient évident qu'il va falloir se donner une conception de l'apprentissage, d'abord une conception de la transmission qui valorise plus l'apprentissage que le fait même d'enseigner, qui fait basculer le fait même d'enseigner comme une forme juste spécifique d'apprentissage, parce qu'en fait, enseigner, je crois que c'est l'une des choses que les profs savent. Mais, voilà, les profs le savent, mais c'est pas facile de l'expliquer conceptuellement. C'est que enseigner, c'est juste un cas particulier d'apprentissage. Voilà. Alors, c'est merveilleux à découvrir, mais encore une fois, dans la pratique, les profs le sentent, le savent, le vivent. C'est ça que les profs vivent dans leur classe. En revanche, encore une fois, quand on en fait la théorie, c'est difficile de se dire, bon, mais alors, est-ce que je suis en train de détruire la différence entre un élève de 16 ou de 6 ans et un adulte qui a quand même fait des études et qui est censé savoir ce qu'il en est? Est-ce que j'abîme l'autorité ? Est-ce que je sombre dans le relativisme? La réponse est non, parce que l'autorité se construit justement, elle aussi, dans des interactions. Et donc il y a toute une partie du livre, c'est la 4e partie du livre, qui réfléchit sur le concept même d'autorité et sur la manière dont l'autorité naît d'un rapport entre la possibilité d'user de contraintes et la confiance qu'a celui sur lequel ou celle sur qui s'exerce l'autorité en la personne qui l'exerce. Donc il y a un rapport comme ça entre force et confiance qui fonde l'autorité, qui à nouveau apparaît comme un phénomène circulaire. Donc l'idée n'est pas du tout de démonter la figure du prof, comme si à nouveau il fallait lutter contre une mythologie, je dirais, héroïsante du transmetteur. Non, l'idée c'est plutôt de dire ce métier est complètement dédié à l'apprentissage. Il consiste à encourager des interactions d'apprentissage auprès de publics différents, et cela est possible précisément lorsqu'on se place soi-même dans la situation d'apprentissage. C'est étrange parce qu'au fond, sans défaire la figure du professeur, j'essaye de montrer en quoi il est en quelque sorte, il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est lui-même un apprenant, quoi. Et vous voyez tout ça, c'est le geste, l'impulsion qu'on donne, le feedback, tout ça relève pour vous du désir, de l'amour. Et je crois que vous prenez soin dans le livre de consacrer une première partie à cette relation, ces relations, ces croisements de relations quand elle marche formidablement bien, ce que vous appelez une apothéose en fait. Donc qu'est-ce qui est quasi sublime quoi, quand ce système fonctionne à merveille. Mais vous passez aussi, vous consacrez aussi une partie à le décrire quand il ne fonctionne pas du tout et quand il est générateur au contraire de refus ou de révolte pour tous les élèves qui se sentent incompris, rejetés, contraints, pas à leur place dans cette institution. Donc, mais les deux relèvent quand même de relations d'amour comblées ou déçues. Est-ce qu'on peut revenir sur cet aspect amoureux de l'acte d'apprendre ? Tous ceux qui sont intéressés par les savoirs ont dû en faire l'expérience à un moment ou à un autre. Donc au départ, il y a cette évidence empirique qu'il existe des grands profs et de grands moments de cours.
et de grands moments d'apprentissage. Et ces moments en fait où tout s'éclaire d'un coup, ces instants inoubliables où vous avez découvert ceci ou cela pour la première fois, ou ces cours que vous avez écoutés avec émerveillement, en fait sont un point d'entrée absolument précieux pour retrouver le sens de quelque chose qui devient presque indicible et qui est précisément cet amour, je dirais, qui a une forme très spécifique puisque c'est un amour asexué. Et parler de corps, parler de désir entre les corps de manière asexuée, c'est ce que nous avons désappris à faire, puisque malgré Platon, pour le coup, et même, je dirais, malgré Freud, on rapporte toujours le désir entre les corps à, je dirais, une sorte d'énergie sexuelle. Et donc, l'idée que entre deux corps, la tension qui existe est soit une tension d'agression, soit une tension de consommation sexuelle, est l'un des préjugés contre lesquels je voulais lutter. C'est-à-dire, l'idée, c'était de rendre dissibles à nouveau des relations d'attachement. Enfin, et encore, l'attachement, ça ne veut pas dire un attachement au sens où on veut le garder avec soi. Je veux dire, on ne voudrait pas rester tout le temps dans le cours qui a été fantastique. Mais c'est une relation d'échange très intense qu'il n'est pas nécessaire de dématérialiser pour la rendre dissible. Voilà. Ce que je voulais faire, c'était isoler des interactions sexuelles comme étant des cas particuliers qui sont strictement exclus à l'école et dans toutes les institutions d'enseignement. Et d'ailleurs, peut-être, par définition, dans les institutions. Il n'y a pas d'institution du sexe. Malheureusement, en réalité, il y a un marché, par exemple. Il y a même plusieurs marchés, l'industrie pornographique, la prostitution, etc. Ce n'était pas mon objet, et surtout, l'idée, c'était de dire, vous savez, dans la vie, tous les rapports entre les corps humains ne relèvent pas de cette catégorie-là. Au contraire, il y a beaucoup d'interactions heureuses, dont on ne sait pas trop dire le nom, alors qu'en réalité, c'est tout bête, c'est de l'amour. Voilà. C'est de l'amour, mais c'est de l'amour, je dirais, entendu en un sens structurel. C'est-à-dire, à nouveau, qu'est-ce que l'amour, sinon une interaction qui fonctionne entre deux corps. Pour l'instant, je me limite au terme de corps, parce que, encore une fois, finalement, c'est celui qui absorbe le mieux la complexité de l'humain, pour des raisons, encore une fois, qui tiennent à la physiologie, la linguistique, la sociologie, l'histoire, tout ça en même temps. Lorsque cette interaction fonctionne, quelque chose d'heureux apparaît et qui est absolument indispensable à ce qu'on appelle la curiosité. Parce qu'il y a tout un discours autour de l'apprentissage que je trouve, pour ma part, insatisfaisant. C'est-à-dire éveiller la curiosité ou même valoriser la curiosité est quelque chose qui ne me semble pas du tout aller de soi. Et si on présume à l'avance de la valeur de ce qu'on essaye de faire passer, en fait, sans s'en apercevoir, on capitalisera sur une confiance que l'on a déjà auprès de certains et l'on n'avancera pas auprès de ceux qui justement ont perdu confiance, par exemple dans le monde des adultes. Donc, il y a tout un travail à faire qui n'est pas seulement un travail de sociologie de l'éducation, qui est très bien fait par ailleurs, par Bernard Lahire et par d'autres, qui étudient justement les phénomènes d'exclusion et de sélection qui sont à l'œuvre dans nos systèmes d'enseignement. J'utilise leurs travaux, mais j'essaie de développer une autre approche qui est une approche plus centrée, encore une fois, sur des échanges terme à terme qui sont observables à l'échelle individuelle et qui permettent de dégager, en fait, la nécessité, à la fois pour les profs, mais aussi pour les élèves, mais aussi pour les parents, d'avoir conscience que, je dirais, des relations d'affection sont à ménager pour que tout le monde, je dirais, se développe de manière efficace. Alors bon, l'efficacité n'a pas le même sens pour le parent qui a, je dirais, des ambitions bourgeoises d'ascension sociale, par exemple. Pour l'élève qui, lui, a des intérêts, je dirais, disons, qui peuvent difficilement envisager un avenir de très long terme, qui sont souvent limités à un groupe d'amis, à un nombre limité de personnes. Et puis pour un enseignant ou une enseignante qui, eux,
se font une certaine idée de leur fonction sociale. Et bien que toutes ces conceptions de la réussite ou de l'efficacité soient différentes, c'est justement dans la combinaison, au moins des trois, donc des parents, des élèves et des enseignants, que l'on va pouvoir faire naître quelque chose comme des savoirs. Donc, encore une fois, l'érotique du professeur, ça n'est pas du tout, évidemment, ni une apologie de la séduction dans la salle de classe, puisque, en réalité, ce que j'essaie de montrer, c'est que les professeurs ne cherchent pas à séduire des individus, ils cherchent à faire en sorte que des interactions qui ont lieu dans la classe soient séduites par d'autres interactions qui sont en fait d'un niveau de complexité supérieur. Et par exemple, pour prendre un exemple très simple, au lieu de s'intéresser à jouer aux billes, on s'intéresse aux mouvements et aux lois qui régissent les chocs des billes. Voilà. Donc on passe en gros du jeu de billes à la physique. C'est ce type de passage qui fait que, en effet, on n'est plus dans une érotique, je dirais, de personne à personne. On est dans une érotique qui a pulvérisé l'unité des corps et qui, au lieu de valoriser le collectif d'une manière un peu naïve, c'est-à-dire, oui, les vertus du collectif, l'entraide, c'est bien, il faut que la classe soit un collectif. Je suis d'accord avec ce discours, simplement il me semble superficiel, c'est-à-dire comment ça fonctionne un collectif, à partir de quelles relations, comment ça va se passer exactement, d'où est-ce qu'il émerge le collectif. Et en fait, en regardant plus attentivement, on s'aperçoit qu'il faut rentrer dans un détail beaucoup plus grand, et c'est là qu'on s'aperçoit que oui, en fait, il y a certaines interactions entre élèves qui sont exploitables pour basculer immédiatement dans de la physique, de l'histoire, des langues, etc. Donc, à nouveau, l'idée, c'était de regarder vraiment à la loupe, enfin même au microscope, ce qu'est un corps pour envisager immédiatement l'évacuation de la question sexuelle de cette affaire d'érotique, c'est-à-dire le désir des humains ne s'ancre pas dans une animalité incontrôlable. Cette sexualité-là, elle est hors champ. Et en revanche, ce qui émerge, c'est un désir de se relier les uns aux autres, qui est en fait, je dirais presque naïf dans sa candeur, qui est effectivement ancré dans des trucs vraiment très physiologiques, de respiration, de présence, de mouvement, voilà, de coprésence, d'intérêt aussi, de curiosité, mais de curiosité, pas la grande curiosité des savants, la curiosité de, tiens, on ne la connaît pas, la nouvelle, tu l'as vue, tu lui as parlé. C'est ça, en fait, c'est de cette curiosité-là, c'est dans cette curiosité-là que s'origine ce qui va faire que les élèves vont peu à peu transformer leurs interactions pour assimiler des procédures de plus en plus complexes. C'est vraiment fascinant à observer. C'est fascinant à observer quand ça marche, mais ça ne marche pas toujours. Donc ça, peut-être qu'on pourra y revenir. Mais ce que vous dites là me fait penser, donc, il y a 1 an à peu près, à la Revue Esprit, on a consacré un numéro au sens de l'école. Et on partait d'une sorte d'intuition que s'il y avait beaucoup de malheurs ou beaucoup de souffrances autour de la question scolaire ces temps-ci, c'était certainement dû à la question des inégalités qui est omniprésente, mais peut-être aussi à une sorte de trouble dans les finalités même de l'école et dans l'esprit des élèves et dans l'esprit des enseignants. Entre l'école sert à former des citoyens de la République, l'école sert à faire de chacun d'entre nous un homme ou une femme libre, donc c'est une aspiration à la culture et au savoir qui est notre vocation en tant qu'être humain, ou encore l'école sert à préparer les gens à s'insérer sur le marché du travail, et qu'avec toutes ces variantes, toutes ces hypothèses sur à quoi sert l'école, finalement, et les enseignants et les élèves étaient un peu perdus. Il me semble que dans l'école de la vie, vous revenez effectivement aussi sur toutes ces logiques extrascolaires, mais qui sont aussi présentes à l'école, c'est-à-dire vous vous concentrez sur l'espace de la classe, le lieu, qu'est-ce qui s'y passe, la nature de ces interactions, pourquoi parfois ça marche, pourquoi parfois ça marche pas, mais vous n'êtes pas non plus naïf et vous savez que ça se passe pas
dans une abstraction, c'est pas un système qui est isolé du reste du monde et que toutes ces logiques de pouvoir, de contrôle, la famille, la société, l'Église, ont aussi leur rôle à jouer dans tout ça. Mais qu'on n'a rien à gagner finalement à trop reconnaître ou trop s'apesantir sur le rôle que ça joue. Enfin, qu'il faut vraiment se concentrer sur l'ici maintenant de la salle de classe, quoi. Donc vous ne niez pas toutes ces dynamiques sociales qui font aussi que la situation d'enseignement marche ou marche pas. C'est là. Mais en quelque sorte, c'est pas le sujet, quoi. Le problème du déterminisme social, c'est qu'il conduit très facilement à un défaitisme de fait. C'est-à-dire que si l'on considère que, bah oui, étant donné les conditions sociales dans lesquelles les élèves arrivent, une partie d'entre eux est condamnée d'avance, on ne voit plus très bien, à part le militantisme politique auquel on peut adhérer et qui est à mon avis une nécessité aujourd'hui, mais on ne voit pas très bien comment dans la salle de classe on va pouvoir surmonter ce qui s'est joué avant et à des échelles beaucoup plus grandes que la salle. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'à partir d'une conception donc plus interactionnelle, c'est-à-dire moins déterministe et moins fondée sur le régime de la causalité, c'est-à-dire cause-effet, eh bien, du coup, on arrive à considérer qu'il est possible, à l'intérieur de la salle de classe, de jouer sur ces leviers, et donc de ne pas considérer que les déterminismes sociaux orientent de manière, je dirais, non négociable les devenirs, mais qu'au contraire, ils sont des données à partir desquelles les interactions peuvent travailler. Ça ne marche pas à tous les coups, justement, il y a quand même un quart du livre qui est consacré donc à la révolte et aux interactions qui ne fonctionnent pas. Enfin, ce n'est pas les interactions qui ne fonctionnent pas, les interactions qui se soulèvent. Les interactions qui se soulèvent sont celles des élèves qui crient, qui hurlent, qui se lèvent, en fait, qui créent du désordre volontairement, parce qu'en réalité, comme j'essaie de le montrer, il y a quelque chose dans le dispositif même de l'école aujourd'hui qui est fait pour les faire exploser et faire en sorte que des désordres qui effectivement sont extérieurs à l'école trouvent à s'exprimer à l'intérieur de ce dispositif. Donc il est indispensable de comprendre, je dirais de manière immanente, ces phénomènes-là, pour se rendre compte, et c'est ça qui est à mon avis l'apport du livre, pour se rendre compte qu'il est nécessaire qu'un élève qui explose voit, je dirais, ses blessures et ses déterminismes, etc., alimentés par la situation présente. C'est-à-dire, encore une fois, il n'importe pas dans la classe quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça, c'est une vision qui est déterministe et, je dirais, déresponsabilisante et qui condamne en plus les profs et les institutions à l'impuissance. Donc pour retrouver un peu d'agentivité, comme on dit, c'est-à-dire pour retrouver les moyens d'agir avec ces élèves difficiles, il me semble indispensable de comprendre que, bien sûr, ils arrivent, je dirais, avec leur bagage, avec leurs interactions justement, qui les travaillent avec les souvenirs de ce qui s'est passé à la maison, avec le ventre creux s'ils n'ont pas déjeuné le matin, etc. Mais s'ils explosent, c'est aussi que quelque chose dans la classe interagit avec ces déterminismes antérieurs. Donc il y a toujours, c'est ça pour résumer l'idée, il y a toujours des déterminismes actuels qui s'exercent sur un jeune un jeune homme ou une jeune femme en crise. Donc il est toujours possible de travailler. C'est très difficile parce qu'on n'en a pas les moyens institutionnels. Ça, j'en parle aussi. C'est-à-dire, à l'échelle de l'institution, les professeurs sont totalement abandonnés. Mais c'est aussi je dirais, c'est le défi et c'est la beauté du métier. C'est que sans cesse, il va falloir improviser des solutions, je dirais, presque en tête à tête. C'est très difficile. Plus la classe est grande, plus ça va être ingérable en fait, hein, de rétablir ces interactions en tête à tête. Mais ça me permet de revenir du coup sur la notion de liberté. Est-ce que l'école a pour fonction d'enseigner la liberté? C'est toujours difficile puisque, pardon de cette évidence, mais la liberté, par définition, s'auto-définit. C'est ça qui est merveilleux avec la liberté, mais qui est dangereux aussi. C'est que vous ne pouvez pas enseigner à quelqu'un ce que c'est que d'être libre. Vous ne pouvez que
je dirais, faire l'expérience de votre propre liberté et voir avec votre interlocuteur ou interlocutrice comment lui ou elle vivent et définissent leur liberté. Et à partir de ces définitions qui vont sans doute pas être cohérentes entre elles, va pouvoir s'installer justement un jeu de tension qui va permettre à chacun de travailler à sa propre émancipation, selon ses propres critères, ses propres tendances, ses propres ambitions et désirs. L'une des grandes difficultés de l'école, à mon avis, c'est pas tellement d'accomplir un objectif qui aurait été prédéfini, c'est plutôt d'accompagner les élèves dans des objectifs qu'ils soient capables de définir eux-mêmes sans s'aliéner justement à des impératifs sociaux, que ce soit l'ascension sociale ou justement la dégradation, parce qu'en réalité, l'école, c'est aussi une grande machine à casser, hein, et donc à convaincre un certain nombre, enfin toute une frange de la population de sa nullité. Les profs n'en sont pas responsables, on peut même dire que les politiques n'en sont pas toujours responsables, mais le système est ainsi fait qu'il est absolument nécessaire de le changer pour rendre possible ces émancipations à nouveau pour toutes les populations qui arrivent à l'école. C'est, je pense, un point commun, même si la méthode est différente. Entre votre livre, là, L'école de la vie, et celui de François Dubet et Marie Durubella, qui sort aussi ces jours-ci, L'école peut-elle sauver la démocratie? Donc je vois des échos, même si la démarche est très différente, et notamment dans cette attention portée aux perdants, on pourrait dire, enfin, donc aux gens qui sont broyés par le fonctionnement actuel de l'institution scolaire. Et les élèves donc, qui sont perçus ou qui apprennent à se percevoir eux-mêmes comme étant en échec scolaire, et vous revenez sur ces notions d'échec et de réussite par rapport à la capacité que chacun a de se fixer des objectifs, d'en changer aussi s'il a été déçu une fois qu'il s'est fixé un objectif, mais aussi des enseignants, qui eux aussi sont placés dans des situations d'échec en fait, et j'ai trouvé très intéressant les passages où vous évoquez l'impuissance de l'enseignant et comme étant là aussi une chose qui peut devenir un moteur positif dans la relation d'enseignement, de transmission. Et donc, il y a un rôle pour cette impuissance, une fois qu'on la reconnaît, qu'on essaye de la dépasser. Il y a un rôle aussi pour l'ignorance. Je trouvais ça très intéressant. Et puis, vous rapportez un témoignage d'un collègue enseignant, je crois, à qui vous demandez finalement qu'est-ce qui fait qu'il aime enseigner, enfin, ou je ne sais plus comment est posée la question. Et sa réponse, c'est finalement le cœur de notre métier, c'est quoi? C'est enseigner sans comprendre. Et donc ce rôle que peut jouer l'ignorance ou ce qui résiste ou ce sur quoi on bute, les questions sans réponse, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, je pense que les professeurs ont eux-mêmes tendance à intérioriser une sorte d'exigence qui ferait d'eux éternellement les sujets supposés savoir. Or, et puis aussi, je dirais, des espèces de démiurges qui façonneraient en quelque sorte les adultes de demain. Mais c'est pas ça du tout. Je veux dire, si on revient même à l'essence de l'enseignement et aux premières théories de l'éducation, je veux dire, chez Rousseau, on le voit bien. Rousseau, lui, il a une pédagogie minimale parce qu'il a confiance en la nature, sans forcément adopter l'immense confiance qu'a Rousseau. On peut quand même considérer que accompagner le développement des plus jeunes, c'est pas nécessairement éduquer au sens où éduquer, ça veut dire tirer vers le haut. Mais on fait pousser aucune plante en la tirant vers le haut. C'est pas comme ça qu'on fait. Si vous tirez sur une tige, vous allez déraciner votre pouce. Donc, l'idée, c'est justement de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que la posture démiurgique que les familles tendent à donner aux profs, parce que voilà, nous on a fait ça, on a fait cet enfant, prenez le relais, faites-en quelque chose. Cette posture démiurgique, il faut y renoncer quand on l'a adoptée et la rejeter à toutes les fois qu'on nous la donne à nouveau. Parce que ce qui se passe, c'est que les jeunes poussent tout seuls et ils apprennent la plupart de ce qu'ils apprennent seuls, au sens où
ça ne fonctionne que lorsque eux-mêmes font les liens, lorsque eux-mêmes s'approprient les procédures, lorsque eux-mêmes ont le désir de retenir les contenus, de se les approprier, de les considérer comme faisant désormais partie justement de ce fameux bagage. À partir de là, on arrive à l'idée que l'enseignant, aussi bien face à ceux qui désirent apprendre que face à ceux qui le rejettent fondamentalement, ne peut pas tout pour eux, voire ne peut pas résoudre les problèmes qu'ils amènent à l'école. Il ne le peut pas. Et ça, c'est une expérience, une impuissance dont tous les profs ont l'expérience. Je veux dire, nous savons que c'est douloureux d'avoir d'avoir un garçon qui pleure, une petite fille qui est, qui est en révolte. Enfin, bon, il y a 1001 cas de figure qui montrent à quel point nous sommes démunis face à toutes les détresses sociales, psychologiques, familiales, affectives qui traversent les élèves. Ce que j'essaye de montrer, c'est que plutôt que de les surmonter, il vaut la peine de les laisser résonner avec celles que nous, les aînés, nous amenons aussi à l'école. Parce qu'on devient prof aussi à défaut d'avoir fait autre chose, ou on devient prof par vocation, mais avec des insatisfactions. Et il me semble que les frustrations sont l'un des moteurs justement qui nous permettent de nous relier les uns aux autres. D'ailleurs, c'est le principe de la solidarité. L'idée de solidarité, quand on y pense, on se met toujours dans la bonne posture. C'est-à-dire, moi, je suis solidaire des autres plus faibles. Pourquoi pas, c'est généreux, mais en réalité, cette posture, elle ne prend sens qu'en fonction de sa propre blessure intérieure. C'est aussi elle qui va parler, en fait, qui va résonner. Et c'est ce travail en fait, de mise en résonance qui me semble fructueux, en fait, à tous les niveaux d'enseignement. C'est-à-dire que vous soyez face à quelqu'un qui est en rejet, qui est en colère, et dont j'essaie d'expliquer que le seul moyen d'en sortir, c'est d'écouter sa colère, sans chercher à résoudre, sans se poser à nouveau dans cette posture de celui qui va pouvoir t'aider. Non, la plupart du temps, on ne peut pas aider. Par contre, écouter et donner voix, c'est quelque chose de fondamental. Et nos institutions aujourd'hui ne savent pas le faire, elles ne sont même pas conçues pour. Donc il y a vraiment quelque chose à changer là-dessus, parce que, encore une fois, ce qui vient des élèves est absolument fondamental pour faire en sorte que les savoirs se produisent. Et du côté des profs, ce qui est étonnant, c'est que même au plus haut niveau, je donne l'exemple d'une collègue professeure d'université qui enseigne la philosophie à l'université de Buenos Aires et qui à un moment, alors qu'elle explique quelque chose de très compliqué sur Fichte, qui est vraiment, elle se rend compte que toute la classe l'écoute dans un silence absolument incroyable et elle se dit bon, où est-ce que je les mène maintenant ? Et dans le témoignage qu'elle m'en a fait, j'ai senti qu'en réalité, son engagement terrifiant n'était pas celui qui la mettait face à des élèves, parce qu'elle en a l'habitude, c'était celui qui la mettait face à un défi intellectuel de haut niveau qu'elle était capable de laisser voir et de partager. Et en fait, l'impuissance, c'est aussi bien l'impuissance ou la détresse, ou ce que j'appelle les brèches, c'est-à-dire tout un tas de blessures et d'obstacles et de résistances et de difficultés qui entravent en fait la fluidité des interactions. Toutes ces brèches-là, en fait, sont actives à tous les niveaux d'apprentissage et, je dirais, pour tous les acteurs de l'apprentissage. Donc ça vaut la peine, encore une fois, d'ouvrir un peu la boîte de Pandore et de laisser s'exprimer, de comprendre qu'en laissant s'exprimer les frustrations, on les rend productives. Et encore une fois, je ne le dis pas dans un esprit productiviste, d'être toujours dans l'efficacité, je le dis dans un esprit qui consiste à observer la réalité telle qu'elle est, et telle qu'elle est, elle intègre des frustrations, des conflits, et qui ont eux-mêmes, je dirais, leur rôle à jouer. Une question par rapport au moment dans lequel paraît ce livre, L'école de la vie, puisque quand on vous entend décrire tout ça, ce qui se joue dans l'acte d'apprendre, on se doute bien que l'enseignement en distanciel ou l'enseignement à distance, l'enseignement sur Zoom,
c'est pas vraiment une solution. Il va lui manquer quelque chose. Donc peut-être vous faire réagir par rapport à voilà tout ce qui se dit, s'écrit en ce moment sur l'école d'après, les possibilités que vont nous ouvrir le numérique pour changer l'école, pour changer l'enseignement. Et puis peut-être ensuite donc une dernière question sur le moment en fait et sur à qui vous souhaitez adresser ce livre, mais donc d'abord sur l'école numérique, avec tout ce que vous nous dites, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire, ça ne fonctionnera jamais de la manière dont on se l'imagine, pour la raison que les humains ne sont pas des disques durs sur lesquels on peut télécharger des savoirs, des contenus de savoir, des procédures. En revanche, ce qui peut marcher, ce sont toujours les privilèges de la présence. On parle de distanciel en oubliant que la présence ne s'interrompt jamais. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez les outils numériques qui permettent par exemple de donner des cours à des personnes qui sont absentes dans la pièce? Eh bien, elles sont présentes dans une autre pièce. Dans cette autre pièce, les présences qui les entourent jouent le même rôle que les présences qui les entoureraient dans la classe. Donc elles peuvent être positives et ça peut fonctionner. Si, par exemple, vous prenez un élève, je dirais, de collège et qu'il se trouve dans une famille qui lui permet d'avoir un ordinateur personnel, un silence relativement respecté, que son entourage va lui poser des questions sur la manière dont s'est passé le cours et son contenu, bref, que des interactions familiales ou amicales vont entourer en fait l'événement que constitue le cours virtuel, c'est possible que ça marche. Mais encore une fois, j'insiste, c'est la présence qui fait marcher les interactions productrices de savoir. Ça ne se passe jamais à distance. Il peut y avoir une partie qui est en quelque sorte hors champ, c'est-à-dire qui n'est pas dans la présence immédiate. Mais le distanciel, ça n'est rien d'autre qu'une autre modalité de présence. Donc, le problème, c'est que ça appauvrit extrêmement les interactions qui président justement à l'apprentissage. Donc, un élève seul dans sa chambre, même s'il est dans le silence, il va avoir beaucoup plus de mal à apprendre parce qu'il n'est pas soutenu, pour ainsi dire, par la présence de ses camarades en classe, dont l'attention joue un rôle dans son apprentissage, mais même les moments d'inattention, parce qu'on a le droit de s'ennuyer en cours, il faut quand même le rappeler. Hein. On a le droit de ne plus être attentif en cours. D'ailleurs, ça fait partie même de la lecture. Chez Umberto Eco, il y a toute une théorie des moments de décrochage. Donc, il faut aussi rappeler ça, c'est-à-dire que c'est indispensable d'avoir des moments où on s'ennuie en classe, où on regarde ses camarades, où on papote, où on fait autre chose, et où en fait on se relie sans cesse à ce fameux collectif qui fabrique des savoirs. Dans le distanciel, on perd tout ça. Donc, il va falloir non seulement... Bien sûr, on ne peut pas renoncer complètement au distanciel parce que dans des périodes de risques sanitaires graves, eh bien, il va falloir trouver des solutions qui seront toujours de moindre mot. Donc il ne faut pas non plus chanter les vertus du numérique, ce sera toujours un moindre mal, ça on le sait tous. Mais c'est aussi une possibilité qui nous est offerte. On en tirera d'autant mieux parti que l'on comprend à la fois à quel point ça résonne avec les inégalités sociales, mais ça, je crois que tout le monde en est conscient. Encore que en être conscient, c'est une chose. Mettre en place des dispositifs pour le compenser, c'en est une autre. Mais surtout, moi, après l'étude sur l'école de la vie, j'aurais tendance à attirer l'attention sur la nécessité de concevoir des protocoles de présence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas isoler des élèves et penser qu'ils vont continuer à apprendre, sauf s'ils bénéficient d'un socle justement d'interaction suffisamment fort pour soutenir pendant un temps qui ne peut être que réduit, je dirais, cette espèce de traversée du désert. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je suis assez pessimiste sur les possibilités du numérique parce qu'il y en a des possibilités. Ça ouvre des possibilités incroyables. Par exemple, suivre un cours à distance à l'université de je ne sais pas où, Harvard ou Princeton ou Paris, quand on est à Dakar ou à Séoul, c'est peut-être formidable, ou en Seine-Saint-Denis. Hein. Donc il y a des possibilités, mais pour que ces possibilités prennent sens,
il faut aussi concevoir une sociabilité autour qui est absolument fondamentale, quoi. Alors, ce discours reste un discours philosophique. Je veux dire que le livre ne prétend pas fournir des solutions. Je veux dire, c'est pas un livre ni de didactique pour savoir comment enseigner, ni de programme politique pour savoir quelles sont les réformes à faire. Pour tout vous dire, j'ai même pensé faire un épilogue qui peut-être formule de manière plus explicite, disons, des convictions personnelles. Mais j'ai trouvé que c'était un peu déplacé. Donc, j'ai préféré rester dans le domaine, je dirais, de l'analyse, et de l'analyse philosophique, pour que les concepts qui sont proposés là puissent parler à des gens qui ont une expérience de l'apprentissage ou de l'enseignement, qui puissent être éclairés par ce que je dis. Et en fait, on s'aperçoit assez vite que les profs font une expérience. Ils savent ce que c'est qu'une interaction productrice de savoir, mais souvent, en fait, ils en oublient, je dirais, la charge ontologique. Je veux dire que c'est vraiment magique. Donc il y a un moment où moi, ce que j'aimerais, c'est que ce livre serve d'abord aux profs pour qu'ils se souviennent de ce qu'ils sont dans cette société. Et qu'au lieu de se plaindre de toutes les frustrations auxquelles ils sont exposés, et qui sont, je veux dire, qui sont des frustrations, je veux dire, ils ont des revendications légitimes et les frustrations sont réelles, mais quand même se souvenir de ce qu'on fait et de justement de ce pourquoi on le fait et d'où vient le sens, comme vous le disiez tout à l'heure. D'où vient le sens de ce qu'on fait? Souvent, on cherche le sens à très grande échelle, c'est-à-dire on cherche le sens dans une définition sociale. À quoi je sers dans cette société? Ce que j'essaye de montrer, c'est que le sens, il se trouve dans ta classe. Et c'est là qu'il est. Entends-le, écoute-le, et n'aie pas peur de l'embrasser pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour quelque chose qui fait que enseigner, c'est quand même un des plus beaux métiers du monde, mais pas pour rigoler. C'est-à-dire, c'est pas simplement pour passer de la pommade aux gens. C'est que quand on comprend ce qu'on fait, on se rend compte que il y a peu de choses qui ont cette ampleur, quoi, qui touchent les gens aussi profondément. Et d'ailleurs, nous le savons tous, puisque beaucoup d'entre nous ont eu de grands profs et on sait à quel point ils nous ont marqués, on sait quel rôle ils jouent dans nos vies. Et puis, je crois que pour les parents, moi j'ai vraiment eu envie aussi de parler aux parents parce qu'ils sont nombreux à avoir des attentes, elles aussi frustrées à l'égard de l'enseignement. Frustrés à l'égard de leur rejeton, souvent, parce que les enfants n'ont pas une approche de l'école qui est exactement celle de leurs parents. Et pour comprendre exactement ce qui se joue, je pense qu'à nouveau, il vaut la peine de tenir compte de la liberté qu'exercent, je dirais, nos cadets, c'est-à-dire qu'exercent les enfants dans leur propre vie. C'est-à-dire que on est dans une société où les enfants, c'est à la fois un marché, pour un certain nombre d'industries. Et puis, ce sont en quelque sorte les esclaves d'une institution qui se les approprie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants, en fait, c'est de la botanique. C'est-à-dire, ce sont de jeunes pousses qui vont pousser. Et donc, revenir à cette liberté, être en paix avec cette liberté, se détacher aussi de la conviction qu'un parent est responsable de la manière dont pousse son enfant. Parce qu'en fait, c'est un partenaire de vie, hein, mais l'enfant, lui, il a son devenir. Et ce devenir-là, ben, c'est celui qu'il se dessine aussi, alors pas seulement lui-même, mais encore une fois dans des interactions complexes. Quand on a conscience de ça, je pense qu'en tant que parent, ben, on redéfinit un peu sa position à l'égard de son enfant et à l'égard des profs, quoi. Et puis, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élèves qui auront envie d'affronter un livre de philosophie, mais peut-être au moins des étudiants qui, en comprenant, soit parce qu'ils se destinent à l'enseignement, soit parce qu'ils sont dans une situation d'apprentissage, qui pourront éclairer un peu leur expérience, justement en comprenant mieux, disons, ce qui se passe et quelles sont les possibilités d'une salle de classe. Et puis même, on le disait en début d'entretien, hors de la classe, c'est-à-dire être sensible au fait que suivre un cursus, quel qu'il soit, ça ne peut pas se faire que dans l'institution censée enseigner. Apprendre, ça se fait partout, ça se développe dans ses relations humaines, avec sa famille, et donc il y a beaucoup de relations à réparer autour de nous. Donc apprendre, c'est pas seulement apprendre une discipline, c'est aussi prendre prétexte de cette discipline
pour un peu, je dirais, brasser plus large, essayer de voir comment on peut continuer à restaurer les liens et à réparer ce qui est cassé. Merci beaucoup Maxime Rovert. Je vous propose qu'on s'arrête là parce que ça donne vraiment envie et je crois que c'est un des objets du livre, de redonner envie, de redonner confiance. À lire donc chez Flammarion, L'école de la vie, érotique de l'acte d'apprendre.